C'est le mois des femmes. J'ai l'honneur de recevoir une femme d'exception, une pionnière, une battante, une inspiration pour des générations. J'ai tout donné à mon pays et mon pays m'a tout donné. Je dis, mais Véro n'est pas là, c'est moi qui l'ai envoyé. Il dit, il n'y a pas question. Une noire ne va pas plaider mon dossier. Je finis mon séminaire, je prends ma voiture et j'arrive. Je klaxonne pour rentrer dans mon garage. 5 balles dans la peau. Heureusement, je suis vivante. Pourquoi une femme forte fait peur aux hommes? Les hommes ont toujours eu peur des femmes. Hein? Une femme qui gagne plus que son mari, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Excusez-moi, ils sont bêtes. Les hommes sont bêtes. Nous sommes des sorcières. Ok. Hein? Oui? On a raison. Cotonou Boy Show. Alors, nous sommes en mars. Et mars, c'est le mois de quoi? C'est le mois des femmes. C'est le mois où on célèbre la force, la résilience, l'intelligence et l'impact des femmes qui font bouger le monde. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste célébrer. On va discuter, on va réfléchir, on va débattre et surtout, on va apprendre. Et pour ça, j'ai l'honneur de recevoir une femme d'exception, une pionnière, une battante, une inspiration pour des générations. Elle a brisé des barrières dans le monde du droit, elle a participé à la construction du paysage politique du Bénin, elle a défendu les femmes et au passage, elle a élevé 2 garçons, dont moi. Il s'agit de Marie-Élise Bédot, avocate, femme politique, militante des droits des femmes et ma mère. Bonjour maman. Bonjour fiston. Aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours, de tes luttes, on va parler de féminisme, de la place de la femme en Afrique et de ton regard sur le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te remercie aussi d'avoir pensé à m'inviter. Est-ce que tu t'imaginais un jour faire une interview avec ton fils, habillé en mode hip-hop comme ça là? Non. Non. La preuve, j'ai résisté avant d'arriver. Ouais, bah c'est ça que je vous ai pas dit. Ça arrivé. n'a pas été facile de la convaincre. Je pensais que ce serait facile, que j'aurais le privilège, mais non. Mais tu es là et je suis vraiment content. Alors, si tu devrais résumer Marie-Élise Bédot en 3 mots, qu'est-ce que ce serait? Marie-Élise Bédot en 3 mots. Oui. Têtue. Ah, ok. Tenace. Et déterminée. Et ces traits de caractère forts. Ce sont mes sales caractères, mais j'aime ça. Et ces traits de caractère, tu les as toujours eus depuis l'enfance? Je les ai toujours eus depuis l'enfance. Ok. Parce que je me rappelle, c'est ce mot surtout qui est resté. Mais pourquoi tu es têtu comme ça? Pourquoi tu es têtu comme ça? Ça, j'ai jamais oublié. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'étais têtu. Okay. Moi, je savais pas que j'étais têtu. Ouais. Mais on me l'a répété tout le temps. Mais qui te le disait? Mon père, ma mère. Donc, tout le monde te le disait. Oui. Et quand tu parles de ton père, de ta mère, quel souvenir tu as de ton enfance? J'ai beaucoup de beaux souvenirs. Je crois que je fais partie de ces enfants qui ont eu une enfance heureuse. Et surtout, la particularité, je vois toujours mon père à la cuisine. J'aimais pas aller à la cuisine avec ma mère. Ok. J'avais pas peur d'elle, évidemment. On avait beaucoup plus peur des papas à l'époque. Alors, de guerre lassé de m'attendre dans sa cuisine, papa a pris le relais. C'est lui qui m'a appris à faire la cuisine. C'est lui qui m'a amené au marché pour m'apprendre à faire le marché. Okay. Parce que souvent, quand je désobéissais à ma mère et que je refusais d'aller à la cuisine, quand j'entends le klaxon de la voiture de mon papa, je cours pour aller m'asseoir à la cuisine et elle crie « Félicien, elle n'a rien fait, hein? Viens prendre ta fille. » Elle n'a rien fait dans la cuisine. Voilà. C'est le souvenir que j'ai de mes parents. Et tes parents, ils faisaient quoi? Ma mère était sage-femme d'État et à l'époque, mon père était inspecteur du travail. Ok. À Lomé, parce que nous avons vécu et grandi surtout à Lomé, au Togo. Ouais. Et quel était ton plus grand rêve quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je rêvais d'avion. Vous savez, à l'époque de Air Afrique, petite, c'est trop dit, l'adolescence surtout, parce que quand on est petit, c'est pas tout à fait ça. Dans l'adolescence, vous savez, on entre un peu dans la vie. Et il y avait cette image des hôtesses de l'air. D'ailleurs, toute ma génération
rêvait d'être hôtesse de l'air, qu'on soit dans l'avion pour connaître du pays, etc. Donc, et nous avons même tenté le coup. J'ai une anecdote dessus en plus. Ben oui, il y a une anecdote dessus parce que j'ai des camarades de classe qui ont écrit, qui m'ont informé qu'il y avait une demande de la part de Air Afrique pour des hôtesses. Il y a l'une qui a trouvé la chose. Elle, ses parents l'ont aidée. Et nous aussi, on a eu vent. Mais moi, je ne pouvais pas en parler à mes parents. Mais on a quand même écrit. Nous, tout, on s'est mis on a écrit à Air Afrique pour dire qu'on était dispo. J'étais en classe de 4e. Hein, et moi, dans mon écrit, j'ai menti en disant que j'étais une enfant pauvre et tout, mais que je travaillais bien à l'école et que j'étais disponible pour faire ce travail-là. Donc, j'attendais le retour. Mes camarades m'ont indiqué la voie à suivre, donc j'ai écrit au directeur général de l'époque et j'attendais tranquillement. Et moi, j'étais en classe de 4e. Bon, pour moi, tout de suite, l'école, j'en voulais plus. Une fois qu'on m'a dit, on peut devenir hôtesse et il suffit de formuler la demande, l'école ne me disait plus rien. Donc, mais je réfléchissais déjà. Si les gens m'écrivaient et me disent, OK, comment je vais faire? Donc, dans ma tête, je vais fuguer, je vais partir, etc. Et bon, j'étais à l'internat au lycée Béhanzin. OK. Au foyer protestant des jeunes filles, mais j'allais au lycée Béhanzin. Alors, je vois mon père arriver un samedi, alors que je ne l'attendais pas. Donc, il a quitté Lomé. Il a quitté Lomé. Okay. Il arrive. Il a parlé avec la directrice du foyer protestant des jeunes filles où j'étais et on m'appelle. Alors, je vois mon père qui sort la lettre que j'ai écrite. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mon cœur a fait boum. Où est-ce qu'il a trouvé la lettre? Alors, on m'a botté proprement. Bien fessé, parce que nous, à l'époque, on nous fessait. Par matois ou chicotte. Alors, j'ai bien pleuré, on m'a mise à genoux et j'ai expliqué. Et c'est comme ça que j'ai appris que le directeur des ressources humaines à Air Afrique à l'époque, c'était un de mes oncles. Un pédo. Ce que je ne savais pas. Ouais. Donc, c'est lui qui a reçu le courrier. Il reçoit le courrier et il appelle mon père pour dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et il lui a envoyé la lettre et j'ai dû prendre la résolution de continuer mes études, gentiment d'oublier mon rêve d'hôtesse de l'air. Ben écoute, c'est vraiment marrant comme anecdote, mais à cette époque-là, au niveau des études, tu faisais quoi comme études? Tu étais au lycée? J'étais au lycée Béhanzin. J'étais au lycée Béhanzin. Je faisais la série A. Ok. Mais est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire en termes d'études? Après ça, bon, j'ai rêvé d'être journaliste. Ok. Ce que tu es en train de faire, je l'ai fait. Je vous ai dit. C'est ironie du sort quand je te vois en train de faire ça. Mais pendant les vacances surtout, quand les vacances arrivent, on retourne à Lomé chez les parents. Okay. Et moi, j'allais à Radio Lomé pendant les 3 mois de vacances. À l'époque, on avait vraiment les 3 mois de vacances pour les émissions de jeunes de 9h à 11h. Et ce que tu es en train de faire, je le faisais à la radio. Je parlais, on faisait les débats entre jeunes. Et bon, je savais que j'allais devenir journaliste parce que j'avais déjà commencé à apprendre ça. Mais un beau matin, c'est encore ça les anecdotes de notre époque. Un matin, je m'habille bien, prête à partir. Je dis, bon, au revoir papa. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini avec la radio. Ok. Pourquoi? Je dis, pas d'explication. Okay. On ne nous donnait pas d'explication. Je ne veux plus te voir aller. Parce que je crois que ce qui se passait, les voisins, les amis disaient, ah, on a entendu ta fille aujourd'hui. On a écouté ta fille aujourd'hui. Et je crois qu'à un moment donné, ça avait commencé à agacer mes parents. C'était mal vu. Enfin, je pense. Et c'est là que, coup d'arrêt, mais le rêve n'était pas terminé. Okay. Parce que lorsque j'étais en classe de terminale au lycée Béhanzin, c'était tellement fort en moi que j'ai pris rendez-vous. On avait encore lancé un concours sur radio
Dahomey Radio Bénin à l'époque. Mais on était en plein marxisme-léninisme à l'époque. Alors, on m'a donné rendez-vous. C'était Guy Kpakpo et Alex Chaudaton qui m'ont reçu. On a discuté. On a fait les essais de voix. Et ils m'ont dit, c'est top. Tu commences dès lundi. Voilà que moi, j'étais à Porto Novo, à l'internat. Mes parents au Togo. Comment je vais faire? Je vais habiter chez qui? J'ai regardé à gauche, à droite. Je dis, bon, cette affaire-là, ça ne peut pas marcher. Et je ne suis jamais allé là-bas. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs qu'à l'époque, on était jeune, on avait beaucoup d'admiration pour Guy Kpakpo et Alex Chaudaton. Ok. Bah, tu parles beaucoup de ton père qui a, disons, guidé ton chemin de vie. Quelles sont les valeurs qu'il t'a et que tes parents t'ont inculquées et qui t'ont guidé dans ta carrière et dans ta vie? Le travail. Le travail bien fait. C'est-à-dire, moi particulièrement, les études. Tu dois réussir. Tu es l'aîné, tu dois réussir. Si tu ne réussis pas, tes frères ne réussiront pas. Donc, j'étais la locomotive. Donc, le travail, le respect et l'honnêteté surtout. Voilà les grandes valeurs qu'on m'a inculquées. Mais le travail, toujours le travail. La réussite à l'école, la réussite à ses examens. Et ils y ont mis les moyens. Moi, en ce qui me concerne, je crois que j'ai été plus gâté par mes parents que mes frères. Parce qu'à chaque fois, il y avait toujours une promesse au bout. Si tu réussis, tu auras ça. Si tu réussis, tu auras ça. Et c'est comme ça que j'ai eu un appareil photo, j'ai eu un vélo, j'ai eu le vélo. J'ai hérité du vélo Solex de mon père parce qu'à l'époque, c'était le vélo Solex. Vélo motorisé, et après, oui. Okay. Et après, j'ai eu ma mobilette. Donc, à chaque réussite, j'avais quelque chose. Et aujourd'hui, quand j'y pense, surtout pour les filles, c'est l'occasion de dire aux parents, donnez tout à vos filles. Donnez tout à vos filles. Pas tout ce qu'elles demandent, mais tout ce que vous pouvez leur donner pour qu'elles ne pensent pas aller en avoir ailleurs, qu'elles ne regardent pas la marmite des autres. Parce que moi, je pense que quelque part, ça m'a beaucoup aidé. Regardez, comme j'ai dit, je veux être hôtesse. Ah ben, rapidement, on m'a reguidé, on m'a reorienté pour dire, attention, ça, c'est pas dedans. C'est les études. Mais maintenant, quand tu réussis, tu as ça, tu as ça. Ce qui fait que j'ai tout eu. Tout ce qu'une jeune fille peut vouloir. Parce que tu imagines, au lycée Béhanzin, j'étais pratiquement la seule jeune fille qui avait une mobilette. J'avais des grandes sœurs, des aînés, mais c'est Marie-Élise qui arrivait avec sa mobilette. Et ma mobilette a marqué beaucoup de gens dans ce lycée Béhanzin. La star du lycée. Oui, j'étais un peu la star, mais vraiment l'enfant gâté, quoi. Ok. Voilà. Mais donc, tu termines ton lycée, ton cursus secondaire, disons, au lycée Béhanzin. Tu as ton bac et qu'est-ce que tu fais après? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis déjà que tu vas faire du droit? Est-ce qu'à ce moment, tu te dis, je vais faire des grandes choses dans ma vie? Bon, après le bac, qu'est-ce que tu veux faire? Journaliste. Ah, tu avais maintenu. Là, oui. Donc, en fait, c'est ce qui te passionnait de base. Journaliste. Parce qu'il fallait discuter. Quel travail il faut faire? Moi, dans ma tête, déjà, c'était bloqué journaliste. Et papa dit non. Nous ne voulons pas que tu fasses ça parce que d'abord, la période n'est pas bonne. Nous sommes dans un régime marxiste-léniniste. Il n'y a pas la liberté de parole, de communication. Et tel que je te connais, je risque d'aller chercher ma fille dans une prison. Donc, si tu peux comprendre, mais va faire du droit. Tu deviendras avocat. Donc, va faire la formation d'avocat et tu seras libre de parler comme tu veux. Puisque tu sais parler. Bon, ok. J'ai essayé, j'ai compris qu'il fallait laisser tomber ce rêve de journaliste
Et c'est comme ça que je me suis inscrite à l'université d'Abomey, Calavi. Voilà. C'était l'université du Bénin. Okay. Voilà. Je me suis inscrite à l'université nationale du Bénin. À l'UNB. À l'UNB, voilà. Okay. Donc, j'ai fait les 2 premières années. Après... Mais ça ressemblait quoi, la jeunesse d'une jeune fille béninoise dans ces années-là? On est dans les années 70, là. Oui. Mais il faut dire que 77, 75, 77, comme ça. Moi, je n'avais pas de problème. Hein. Je vivais très bien. On était dans une petite cité universitaire à... Comment on appelle ça? Après la haie vive, là. Cocotier? Cocotier. Okay. Donc, vous voyez déjà, on était à l'université... Au Cocotier, à l'époque, pardon, à la cité universitaire, parce qu'il n'y avait pas la grande cité universitaire qu'on a aujourd'hui. Donc, il fallait quand même nous loger quelque part. Quand j'étais boursière, j'étais boursière, j'ai bénéficié d'une bourse, donc j'étais à la cité universitaire et on était bien. Je vais avouer que c'était quand même les meilleurs moments de ma vie de jeune fille. On souffrait pas, on était bien. Et on avait nos petits copains. Les samedis, les dimanches, on allait en boîte, soit en matinée ou en soirée, les dimanches en matinée. Hein? Derrière mon petit copain, hein, sur sa mobilette derrière. Après, bon, il s'est acheté une voiture après... Et pour faire, et tout le monde me connaissait. Hein? Il travaillait déjà. Après la mobilette, il a pu s'acheter une belle petite voiture. Et comme il était super gentil, il m'a laissé la voiture. Et j'allais à l'université avec la voiture. Et tout le monde, je ne sais pas, on ne devait pas beaucoup m'aimer, mais c'était comme ça. Et je frimais, quoi. Non, c'était la période de la frime. Je n'ai pas souffert. Honnêtement, je n'ai pas du tout souffert. La grande souffrance que j'ai connue, c'est la mort de ma maman, qui est intervenue alors que j'étais dans cette cité universitaire, à la veille de mes examens à l'université. Ben oui. Et mon oncle est venu m'annoncer la mort de ma maman. Vous voyez, c'est même cette période-ci. C'est l'anniversaire de ma mère, c'est le 6 mars. Le 5 mars, j'ai parlé avec mon maman. Quelle coïncidence. Bravo, maman. Donc, j'ai parlé avec maman, je lui ai souhaité bon anniversaire et je lui ai dit que j'allais lui envoyer son cadeau. Parce que pour les internautes, nous sommes aujourd'hui le 5 mars, au moment où nous enregistrons cette émission. Voilà, le 5 mars, j'ai parlé avec ma maman et j'avais mon examen le 6 mars. C'est pour ça que j'ai anticipé, on s'est parlé. Et à 6 heures du matin, je vois mon oncle arriver. Comme je n'avais pas parlé à mon papa, parce qu'il est venu avec la mine et je dis, tonton, pardon. Avec cette mine-là, tu viens me voir à 6 heures. D'abord, tu ne me rends jamais visite. C'est qu'il y a quelque chose de pas bien. Ne tourne pas autour du pot. Dis-moi qui c'est. Et j'ai dit, c'est papa, non? Puisque j'ai parlé avec maman la veille. Elle me dit, non, ton papa m'envoie te dire que ta maman est partie. Elle a eu une crise. Je dis, non, quand j'ai eu ma maman, elle était secrétaire générale de la Croix-Rouge à Lomé. Il y avait une soirée de gala. Ce jour-là où je l'ai appelée, le 5 là, ce n'est pas possible. Ma maman devait aller à cette soirée. Il paraît que c'est dans ces eaux-là que elle a eu la crise, elle est partie. J'ai dit, c'est pas vrai. Mais j'avais la force. Je n'ai rien dit à personne. J'avais une voisine de chambre parce que j'allais à mon examen qui était très important pour le DUG 2. Et ma maman avait tout fait déjà pour que j'aille en France. Alors, si je ne réussis pas mon examen, donc, j'ai dit, maman, bye. Je n'ai dit à personne. J'ai fait mes examens pendant 3 jours. Personne ne le savait que je venais de perdre ma mère. Donc, j'ai passé les 3 jours avec la douleur dans le cœur. Et quand j'ai fini, c'est là que j'ai annoncé à mes collègues dans la cité que je dois rapidement aller à Lomé. Parce que j'ai perdu ma mère. Et cette période était une période douloureuse. Ah, j'ai oublié tout ça. Il y avait une crise entre le Togo et le Bénin. On a fermé la frontière.
Et pour aller au Togo, ou bien pour venir du Togo au Bénin, Lomé, c'était toute une... Alors, j'étais dans la nuit, dans une pirogue pour traverser la frontière dans les coins là, pour aller rejoindre ma mère. On est parti le matin, tôt, pour arriver la nuit, à minuit. Il y avait un conflit frontalier entre le Togo et le Bénin. Donc, j'ai jamais oublié. Donc, tu viens me faire revivre. Et vous voyez l'ironie du sort. Ouais. On n'a pas calculé. Mais voilà. Mais... Maman a voulu que je fasse peut-être ce témoignage. Mais quand tu penses à ta mère, justement, ça, c'est... Quelle musique te revient et qu'on pourrait partager avec les auditeurs? Georges Brassens. OK. Brave Margot. OK. Vous allez trouver ça. OK. On sentait beaucoup ça, genre. C'était l'époque des Brassens surtout. Brave Margot. Ouais. Donc, voilà. Donc, là, tes examens passent. Tu as ton examen, du coup? Et j'ai eu mon examen et je suis parti. OK. Donc... C'est comme ça que je suis parti en France. Okay. Et il fallait réussir pour faire plaisir à ma mère. J'ai dit, maman, je n'ai pas le droit de pleurer. Si je pleure, c'est que je vais échouer. Si tout le monde le sait, on me dira, ah, ta maman. Donc, j'ai serré mon cœur. J'ai passé les examens, j'ai réussi et paf, j'ai pris mon avion pour la France. Donc, tu atterris à Paris dans les années début... 77, 78. 78. Alors... C'était la première fois que tu allais en France? Oui, c'était la première fois. Alors, une Africaine à Paris. quand vous tu arrives... Vous n'allez pas croire. ça donne quoi? D'abord, quand j'y pense, je ris tellement. Ma valise et ma grosse radio. J'ai tenu à quitter le Bénin avec ma radio Samsung, je sais pas quoi là. Et à l'aéroport, je me dis, mais... Et j'arrive à Paris, la radio refuse de fonctionner. Mais c'est après que j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement parce que la radio ne pouvait pas rentrer dans la valise. Mais donc, j'avais ma grosse radio. Ah oui. OK. Alors là, cet épisode... Et comment ça se passe quand tu viens? Est-ce que... Tu t'accommodes directement? Non, c'est pas facile parce qu'il y avait le froid. OK. T'arrives en quelle saison? Et la rentrée, souvent... Ah, donc en octobre, septembre, octobre. Oui, en automne. Ouais. Alors, donc, le grand froid commence, on n'est pas habitué, c'est très, très dur. Ouais. Mais bon, on s'y est fait, le temps d'acheter ce qu'il faut, etc. Parce que j'avais préparé quand même mon arrivée là-bas. Donc, j'étais chez des amis à mon papa qui m'ont accueilli dans un premier temps. Okay. Voilà. Et je me suis inscrite à l'université. Bon, la rencontre, au début, tu es très timide et puis après, ça passe, on s'intègre très vite. On travaille avec les autres. Bon, tu sens pas vraiment le racisme à ce niveau-là. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait du racisme? Ah ouais, au contraire, c'était c'était fort aussi. Et ça n'a jamais vraiment disparu. Mais dans les rapports avec les professeurs, les camarades, tu as toujours tes affinités avec des gens avec qui tu t'entends bien. Donc, on n'était pas si dépaysés que ça. J'étais pas dépaysé en tout cas. J'avais mon petit... Ton petit groupe. Mon petit groupe. Ouais. Ça se passait bien. Alors, et tes études? Se sont bien passés. Tu évolues normalement? Normalement. Ouais. Et bon, après, je me suis inscrite au centre de formation professionnelle. J'ai passé le concours d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocat, puisque mon leitmotiv, c'était de devenir avocat. Donc, voilà aussi. Et j'ai commencé à faire ma formation et tout. Voilà. Et ça se passe bien? Tout ton cursus se passe bien? Non, j'ai eu des ratés. J'ai eu quelques ratés. Je crois, si j'ai bonne mémoire, ma licence, je l'ai passée 2 fois. Je ne l'ai pas eu tout de suite. Et puis, la maîtrise, ça a été finalement pas facile avec la maîtrise. C'est la licence qui m'a posé des problèmes. Puisque je venais d'arriver du Bénin aussi. Ah oui, vous voyez, donc parce que tu commences à la licence, en fait. À la licence, c'est à la licence que j'ai commencé. Ça n'a pas été du tout facile, l'adaptation. Mais bon, après, c'est passé. C'est là que je suis aller au centre de formation. Et en même temps, je me suis inscrite
en DEA de droit des affaires. Diplôme d'études approfondies de droit des affaires. Donc, j'ai fait les deux. Le centre de formation et le début du 3e cycle. Voilà. Et je pense que c'est dans ces eaux-là que tu rencontres mon père et que... Mais oui, un gros voyou, effectivement. Un gros voyou. vous amourachez et vous faites une belle créature de Dieu que voici. Bon, oui, effectivement, j'ai rencontré ton père. Très sympathique, tu ris beaucoup. Mais je crois qu'il continue. Il rit tout le temps. Il se fâche jamais. J'ai jamais rencontré un homme comme ça. Tu peux tout faire. Il se fâche jamais. Bon, on s'est amouraché. Je suis tombée enceinte. Et tu avais fini tes études? Non. J'étais au centre de formation. J'avais un gros ventre comme ça. Et à 1 semaine de mes examens, tu es sorti. Alors, j'étais à l'hôpital. Voilà, encore, il y a une anecdote. Donc, tu es né dans l'après-midi comme ça, vers la soirée. Et bon, on a pris en charge. Moi aussi, je me suis reposée. Et je ne sais pas, je me suis réveillée la nuit. J'ai passé à mes examens. Mais quand j'allais à l'hôpital, je suis partie avec tous mes documents. Alors, quand le bébé est né, on t'a mis dans ton berceau, que je me suis réveillée, j'ai fait une petite marche. On m'a engueulé d'abord. Pourquoi vous vous êtes levé? Allez vous coucher. Vous venez d'accoucher. J'ai dit, je voulais me dégourdir. Non, allez vous coucher. Bon, j'ai dormi un peu, je me réveille et je prends mon cartable où il y a tous mes documents. J'étale ça sur mon lit. Et le matin à 8h, le médecin faisait son tour pour voir un peu si je me portais bien, comme d'habitude. Ils arrivent avec tout, comme ça se passe avec plein d'étudiants, ils sont nombreux là. Ils me voient avec les documents. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Ramassez-moi tout ça. Mais du coup, tu as fait tes examens quand même après? Oui, une semaine après. Puis on a fait 48 heures à l'hôpital. Et 1 semaine après, j'ai passé mon concours d'aptitude à la profession d'avocat. Et j'ai réussi. Waouh, félicitations. Donc, j'ai eu 2 cadeaux, la naissance et puis mon diplôme. Et alors, évoluer après ton CAPA, j'imagine, tu as dû faire ton stage? Oui. Mais là, j'ai fait mon stage dans des cabinets. Mais faire ça en même temps que tu éduques un enfant, parce que nous, ici, déjà, c'est assez complexe pour nous d'avoir des enfants et de gérer la vie professionnelle. J'imagine qu'en France, ça doit être totalement un autre niveau de difficulté. Non, ce qui est bien là-bas, bon, d'abord, on était 2. Ton père et moi. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'il y a des structures, il y a des garderies, il y a des dames également qui gardent des enfants en privé. Donc, ce que nous, on avait fait à l'époque, c'est que dans notre quartier-là, on avait une dame qui avait sa garde, qui prenait les enfants. Donc, le matin, vous déposez l'enfant, vous partez, on sait que vous revenez le soir et vous récupérez votre bébé le soir. Ça, on le fait plus facilement. On l'a fait longtemps, sans problème. Donc, du coup, c'était plus facile à gérer. Parce que il faut bien. Donc, on n'a pas trop de problèmes. Là où c'est parfois dur, c'est que lorsque vous allez au tribunal, et que vous n'en sortez pas vite, pour aller chercher l'enfant, c'est pas évident. Il faut nous voir courir. De toute façon, à Paris, tout le monde court. Donc, on court, on attrape un bouquet de fleurs chez une fleuriste à côté, et on arrive et puis on dit, oh, excusez-moi, madame, bon. Et puis, on récupère l'enfant. C'est comme ça que ça se passait. Ok. Alors, donc, tu fais ton temps en France, tu fais tes expériences professionnelles, et qu'est-ce qui te motive à rentrer au Bénin? J'avais pas envie de rentrer. Comme ça nous arrive souvent à nous tous. Parce que tu es maintenant, tu t'intègres dans un milieu, tu travailles, et on te dit qu'au pays, c'était toujours le marxisme-léninisme à l'époque. Alors, qu'est-ce que je vais venir faire?
Mais il faut dire que c'est mon père qui a insisté. Qui a insisté, me dit non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et par chance, finalement, l'occasion qui a été donnée pour me permettre de rentrer, c'est que mon père était ami à un couple d'hommes d'affaires et d'avocates. La dame est avocate. Maître, je vais lui rendre hommage en même temps, Maître Campbell Agnès, qui était avec son mari, ami de mon papa. Alors, mon papa en a parlé à Agnès qui dit, mais moi, je ne demande pas mieux que d'avoir une collaboratrice qui vient de là-bas. Moi, je suis prête à la prendre si elle n'y trouve pas d'inconvénient. Ça m'intéresse. Et c'est comme ça que nous avons échangé. On s'est parlé au téléphone. Elle m'a fait des propositions. On a discuté, ça a marché et paf. Là, j'étais sûre parce que j'avais peur d'arriver. Et de ne pas avoir de boulot, en fait. Avoir de boulot. Je ne connaissais personne et tout. Et bon, je prends mon fils sous les bras. Tu avais, je crois, 4 ans ou 5 ans à l'époque. Et nous sommes descendus. Et aussitôt, Maître Campbell m'a pris sous ses ailes. Et voilà comment nous sommes allés au tribunal. Il fallait faire les formalités pour que je puisse intégrer le barreau. Et nous avons tout fait. Et voilà comment je suis rentré. Et il faut dire que Maître Campbell, c'était une des premières avocates au Bénin. Et je pense que tu fais partie des 5 premières avocates du... Et c'est une des premières à l'époque. Elles étaient pratiquement 2 ou 3 femmes avocates à l'époque quand moi, je suis rentré. Mais quand tu rentres dans cette atmosphère-là, comment est-ce que les hommes du milieu t'accueillent? Aucun problème. Aucun problème. On n'a pas eu ce problème. On n'a pas eu de problème de discrimination. Non. J'étais très bien accueilli. J'étais très bien accueilli. Donc, non, il n'y avait pas de problème. On n'avait pas ce problème. Chacun vient faire son travail puisque on a nos clients. Nous sommes dans le privé, nous sommes indépendants. Donc, tu te gères toi-même, tu gères ton cabinet. Et c'est de la façon dont tu as géré ton cabinet que tu vas manger aussi. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Chacun s'occupe de ses affaires. Et cette période de retour au pays, parce qu'aujourd'hui, on encourage beaucoup de jeunes qui sont à l'extérieur, qui sont allés faire leurs études à rentrer. Comment est-ce que tu l'as vécu à l'époque? Quels souvenirs tu en gardes? Ce que j'en garde, c'est que à un moment donné, 6 mois après, j'avais envie de repartir. Parce que ça n'allait pas. Il faut avoir quelqu'un qui te motive. J'avais mon travail, mais sur le plan social, je ne veux pas faire la mauvaise publicité à la société qui nous fournit l'électricité, qui nous fournit l'eau. Et c'était l'époque où il fallait mettre le caillou sur le dossier. Quand tu as besoin d'un... Comment ils appellent ça? Un compteur. D'un compteur. Et c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire sur le plan administratif était difficile. Et quand tu reviens d'ailleurs, et quand tu as connu en France, tu arrives quelque part, tu as besoin de telle chose, on te dit, revenez dans 2 heures, tout est prêt, et ceci, et que tu arrives, on te dit, revenez, mais vous revenez, on veut dire, il s'est levé. La personne qui t'a donné rendez-vous s'est levée. Bon, vous revenez, et personne n'est là pour faire le travail à sa place, etc. 6 mois après, j'avais envie de partir. Comme à l'époque, j'étais rentré avec d'autres qui sont repartis. Moi aussi, j'étais en train de leur dire ne partez pas parce que papa me disait ne pars pas, tiens bon, ne pars pas, ne pars pas. Et moi aussi, je disais aux autres, certains sont repartis, mais moi, avec la présence persistante de mon père, qui m'encourageait, qui me disait, qui m'aidait pratiquement, bon, je suis resté, je crois, je ne le regrette pas. Parce que je me suis rendu compte plus tard que ceux qui sont partis, qui n'ont pas eu le courage de rester, leur vie n'est pas meilleure en France aujourd'hui. Ça n'évolue pas. Donc, je ne regrette pas d'être revenu, surtout d'avoir écouté les supplications. Parce que c'était des supplications, c'était des pardons, ne pars pas, tiens bon, pardon. Et si tu devais parler à des jeunes aujourd'hui parce que on connaît tous, nous tous qui sommes rentrés, on a connu ça. Et moi, ce que je dis souvent à mes amis qui sont là-bas et qui veulent rentrer, je leur dis, n'aie pas de plan B. Si tu veux rentrer, il faut que ce soit ton seul plan. Parce que si tu as un plan B, tu vas repartir parce que tout va te faire
repartir. Tu auras toutes les raisons de repartir. De repartir, voilà. Mais si tu as un conseil à donner à ces jeunes-là qui reviennent ou à ces personnes qui reviennent, quel serait-il? Je leur donnerai le même conseil. Il faut revenir parce que quand je fais le point entre moi et mes camarades qui sont revenus, qui sont repartis, il n'y a pas match. J'ai tout donné à mon pays et mon pays m'a tout donné. J'ai évolué dans mon pays et mon pays m'a épanoui. Mon pays m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais eu l'occasion de faire si j'étais resté en France. Mon combat pour les droits des femmes, cette liberté. Et cet impact. Et cet impact. Ouais. Et se présenter à une élection présidentielle. Le respect que les gens te manifestent pour le travail que tu fais. Tu as beau le faire là-bas, tu restes toujours inconnu. Et en plus, que tu le veuilles ou non, les gens peuvent tout dire. La peau noire joue son jeu. Ça joue. Rien que pour te dire que à la fin du CAPA, pour trouver un stage, au moment où mes collègues français, au sortir du CAPA, étaient déjà casés, mais moi, j'avais déjà fait 50 cabinets d'avocats. Tu téléphones, on vous donne rendez-vous, vous y allez. Ah, c'est vous? Ah, puis c'est vous qu'on a eu au téléphone? Je dis, c'est bien moi. Ah bon, ah non, désolé, la place est déjà prise. Ou bien carrément on te dit, ah, je ne savais pas que c'était une noire. Moi, j'ai connu ça. Ah oui, à l'époque, même en prenant les dossiers de mon chaud à votre patron, époque. Même en prenant les dossiers de mon patron, je vous ai raconté. La première fois que mon patron m'a envoyé à la cour d'appel, jusque-là, je faisais les tribunaux d'instance. Et un beau matin, mon patron me dit, j'ai un contretemps. Bon, tu vas prendre ce dossier, je l'ai déjà préparé, c'est pour la cour d'appel. Voilà, voilà, voilà. Quand tu arrives, tu fais ça, ça, ça. Mais j'arrive, je vois le client, mais il regarde avec dédain. Je dis, mais Sbéro n'est pas là. C'est moi qui l'ai envoyé. Il dit, pas question. Pas question. Une noire ne va pas plaider mon dossier. Sbéro ne peut pas me faire ça. Une noire ne peut pas. Non, 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 une noire. Et mon patron m'avait prévenu. Cotonou Boy Show. Hello, hello, la famille. Comment ça va? Vous qui vivez dans la diaspora, qui vivez en France, aux États-Unis et qui, chaque mois, envoyez de l'argent au pays. L'Mfi, c'est une application de transfert d'argent conçue spécialement pour les communautés africaines et les communautés du monde. Pourquoi choisir l'Mfi? Parce qu'il y a 0 frais de transfert. Tout l'argent que tu envoies arrive directement chez les tiens. Tu as un taux de change imbattable qui est très proche du taux de change réel et l'argent arrive à une vitesse éclair directement sur le MTN ou le Move du destinataire. Il suffit que tu aies un compte mobile money et tu reçois ça. C'est pratique, surtout si tu envoies l'argent à tes parents. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, direct sur leur Momo. C'est simple. Donc, pour bénéficier de l'Mfi, télécharge l'application sur Android ou iOS, tu crées ton compte en 2 minutes et c'est bon, tu peux faire ton opération, envoyer et enjailler ta famille. Et c'est 100% sécurisé en plus. Bon, je vais vous laisser mon numéro pour que vous puissiez tester dessus. Hein. Donc, c'est 01. Comment ça, tu as laissé ton numéro? Pour que les petites notes, ça? C'est très bon. Hein. D'accord. C'est plus 229 01 de taper. Pour dire, s'il te heurte, ne dis rien. Tu rentres dans la salle et toi, tu attends. On appelle le dossier, tu réponds, tu me substitues. Tu dis que tu es prêt à plaider. Et il s'est débrouillé pour appeler mon patron dans les cabines téléphoniques à l'époque. Je crois que mon patron lui a raccroché au nez. Et bon, on a appelé le dossier, il était là. Moi, j'ai dit, je suis prêt à plaider. Et j'ai plaidé. Et je l'ai laissé là, après, je suis parti. Bon, heureusement, ça s'est arrangé. Après, il est venu me demander pardon pour son incorrection. Mais, ouais, vous savez, les clients, je dis, c'est des choses. Mais, on ne s'attarde pas sur ça. Ouais. Je ne me suis pas du tout attardé parce que moi, mon désir, c'était la réussite. C'était de devenir un bon avocat. Donc, je n'ai pas regardé ça. Et lorsque l'occasion s'est présentée pour rentrer, je suis rentré
Et quand mon papa me dit, tiens bon, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un passage, j'ai écouté et je ne suis pas partie. Et voilà, je suis là. Mais ça ne m'a pas empêché après d'aller plaider à Paris, de revenir, d'aller plaider dans d'autres pays africains et d'être là. On fait le tour sans problème et d'aller en France plusieurs fois. Et comme je dis aussi, ironie du sort, moi qui voulais être avocat et qui voudrais être hôtesse de l'air, quand je suis dans un avion et je dis, je vois les hôtesses, je dis, ben voilà. J'ai rêvé de ça. Je suis dans l'avion aujourd'hui. Je fais le tour du monde dans l'avion. C'était mon rêve d'adolescente. Et ben voilà, je pense que la vie m'a permis de couvrir tout ce qui m'a été interdit à un moment donné, mais par le travail. Le travail qu'on m'a dit de faire pour pouvoir bénéficier de tout. Je suis devenue avocate et j'ai pris l'avion et j'ai été servie par des hôtesses de l'air. Et quand tu penses à cette période où tu es rentré, encore une fois, je vais te demander, est-ce qu'il y a une musique à laquelle tu penses? Oui, la musique qu'on jouait à l'époque, c'était l'époque Cassave. Il y a deux choses deux musiques, enfin, deux trucs musicaux qui m'ont fait, que je vois quand je pense à mon arrivée. Marqué cette période-là. Je vois Gadji Seli. Ok. Gadji Seli qui chantait Éléphant. Éléphant. Alors je vous dis, quand vous allez, on m'a amené en boîte. On chantait éléphant. Oh, c'était beau. Tout le monde. Bon, aujourd'hui, c'est coup du marteau. C'est toujours les Ivoiriens. Et il y avait également Kassav, Jocelyne Béroir, et puis Jacob de Varieux, qui nous ont bercés aussi, et qui sont venus dans la période, qui sont venus au Bénin, et ça a marqué un peu mon retour. Je n'oublie pas. Ok. Alors, nous allons avancer dans le temps. Tu es au Bénin, tu évolues dans ta profession, tu es une avocate établie, tu commences tes combats pour les femmes, et en 1998, bam, tu es victime d'une tentative d'assassinat. Oui. Tu te prends... C'était un 5 mars. C'était un 5 mars. Alors là. C'était le 5 mars 1998. Ouais. Waouh! Qu'est-ce que le bon Dieu a fait aujourd'hui? Et je pensais à ma mère déjà à cette époque-là. Ce fameux 5 mars-là, j'ai commandé une messe à ma mère et à la maison, j'ai fait gros bouquet et puis bougies et tout. Et cette journée-là, on avait un séminaire, toujours sur les droits de la femme. Je finis mon séminaire, je prends ma voiture, je vais chercher Arnaud, ton petit frère. Toi, tu étais à l'internat à Porto Novo. Et j'arrive. Je klaxonne pour rentrer dans mon garage. Pam, 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 pam. 5 balles dans la peau. Et la voiture, on m'a descendu avec le petit. La voiture est partie. Heureusement, je suis vivante. Et c'est là encore que je rends hommage au président Kérékou, parce qu'à l'époque, je fustigeais tellement la gouvernance du président Kérékou que je traitais de misogyne, parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le gouvernement, il n'y avait qu'une seule femme, et puis je disais, s'il fait le remaniement, je dis à la femme-là, n'accepte plus d'être la seule femme, ce n'est pas normal. Donc, je faisais mon papato, comme on dit. Et le président Kérékou a pris l'information, tout comme on l'a appris, vous l'avez appris vous aussi. Il a envoyé les caméras parce qu'on a dit que j'étais vivante. Dans un premier temps, on avait annoncé la mort de Marie-Élise et de son fils. Et quand finalement, on a appris que j'étais pas morte, le président Kérékou a envoyé l'ORTB m'interviewer avec mon bandage et tout, pour montrer à tout le monde que j'étais pas décédée. Au mois de mai, je deviens ministre. Voilà. Ouais. Mais c'était le tournant de cette boucle qui s'est débloquée. Et c'est comme ça que je suis devenue ministre, sans l'avoir demandé, sans rien faire. Je n'ai rien fait.
Mais déjà, avant d'aller sur cette partie-là, comment est-ce que tu vis cette période d'agression? Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi? Est-ce que tu t'expliques ce qui s'est passé et comment tu l'as vécu, tout simplement? Ça a été très dur, mais j'ai refusé de me laisser abattre. J'ai refusé de me laisser abattre. Bon, on m'a pris ma voiture, ce qu'on a retrouvé plus tard au Burkina Faso. Bon, je l'ai inscrit sous le... Tu as tourné cette page très rapidement. J'ai tourné cette page, mais j'en voulais au monde entier quand même. À un moment donné, j'étais tellement révoltée parce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me fasse ça? Et c'est là que il y a le docteur... elle est devenue ministre, j'ai oublié, qui m'a soignée à l'époque et qui me dit, je ne me suis pas reposée, hein. Je suis sortie de l'hôpital et j'ai repris fonction. Et le docteur m'a dit, non, 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 tu es capable d'assassiner des gens. Tu ne peux pas reprendre le travail comme ça. Tu ne peux pas. Donc, tu vas aller te reposer. Cherche n'importe quel... Et elle est venue au bureau. Elle s'est assise. Oh, comment elle s'appelle? Ministère de la Santé. Et elle est venue s'asseoir à mon bureau et me dit, tu fermes. Tu fermes. Tu prends 1 mois de repos. Parce que là où tu es, tu as la rage au cœur. Tu es capable d'assassiner. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, mais oui, vous n'y pensez pas. Ce que tu as vécu est trop lourd. Et c'est comme ça que, devant elle, j'ai appelé une amie au Sénégal pour lui dire que je veux venir. Et elle me dit, ah, je ne serai pas là. Mais tu peux rester, tu peux venir à la maison. J'ai dit non, je ne peux pas. Et j'ai pensé à Biochane, qui était également au Sénégal, à Dakar à cette époque. J'appelle Biochane, qui me dit, mais Marlise, non, j'arrive sur Cotonou. Pourquoi? Parce que il était déjà contacté pour être ministre. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, je vais voir ce que je peux faire. J'ai appelé une autre amie et je prends le jour où je dois prendre mon avion pour partir. C'est là que Madame Zanou m'appelle. Elle me dit, bonjour Madame la ministre, Madame le ministre. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, tu es ministre. Je dis, non, je voyage. Non, 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 non. Tu dis à ton président, d'abord, pour devenir ministre, c'est comment? Ah non, 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 moi je voyage. Mon médecin m'a dit de voyager. C'est Madame Gangbo, Flore Gangbo. Okay. C'est Madame Gangbo. Donc, je pars et j'arrive à Abidjan et on me retourne. Et c'est là que j'apprends que Biochane aussi était arrivé. On s'est retrouvés dans le même gouvernement. Sinon, j'avais appelé pour rejoindre au moins Biochane en attendant que ma copine sénégalaise revienne. Voilà comment les choses se... Ah, mais c'est 5 mars, c'est pas vrai. Ah oui, on n'a pas même pas fait exprès. Non. Waouh. Sachant qu'on devait tourner hier, de base. Wow. Bah écoute, donc c'est comme ça que tu fais ton entrée dans la vie politique du pays, que tu commences à servir ton pays en tant que ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme à l'époque, et tu occuperas plusieurs autres fonctions ministérielles. Et non seulement tu occupes des postes ministériels, mais en 2001, tu décides de candidater aux élections présidentielles du Bénin. C'est une première pour ce pays. Tu vas reproduire ça en 2006, en 2011 et en 2016. Mais qu'est-ce qui t'a poussé en 2001 à le faire? Je me rappelle, tu es venu à la maison un jour, tu m'as appelé, tu m'as dit, mais Dani, j'ai envie d'être candidate à l'élection. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que j'étais pas très chaud. Mon petit frère non plus n'était pas très chaud, mais bon, je pense que j'étais... Mais lui, il a posé une condition. Il dit, maman, si tu peux venir me chercher à l'école, me déposer à l'école, fais ce que tu veux. Toi, tu étais hésitant. Tu n'as pas vraiment donné ton avis. Tu étais hésitant.
Ton père était totalement contre? Non, mon père, au contraire, c'est lui qui m'a soutenu. C'est mon frère Jean-Jacques qui était contre et qui t'a appelé pour te dire ne laisse pas ta maman faire cette bêtise-là. Opposez-vous à elle. C'est ça que mon frère a dit. Et c'est là que papa est intervenu parce que lui, il était contre. T'as pas fini de faire les droits de la femme, mais maintenant tu vas faire. Et c'est papa qui a dit non. Je ne suis pas d'accord. Laissez-la. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là à ce moment? Pourquoi ce moment-là? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas dire pourquoi ce moment-là. Mais c'était aussi un défi. Un défi parce que je me suis interrogée tout en me battant pour les droits de la femme. Je venais de terminer ma fonction ministérielle et je dis, mais si j'ai pu faire ça, je peux faire encore mieux là-haut. D'autant plus que je trouvais que l'administration publique n'était pas performante. Je n'étais pas satisfaite de la façon dont on traitait les administrés, c'est-à-dire les citoyens. Déjà, j'avais vécu ça. Tu ne peux pas écrire à un ministère et recevoir une réponse. Tu ne peux pas avoir une préoccupation et écrire dans un ministère et avoir une réponse. Moi, je me disais déjà, c'est pas bien. Et moi, sur moi, je tenais à ce qu'on répare ça. Les gens viennent, ils ont des préoccupations, on les tourne en rond, ils repartent. C'était un peu le premier constat. Le deuxième, c'est que dans le traitement des dossiers, au pan plus haut gouvernemental, Conseil des ministres, je ne comprenais pas pourquoi on ne prenait pas des décisions par rapport à certains dossiers où je pense qu'on peut trouver les solutions. En fait, je trouvais, parce qu'un jour, le président Kérékou m'a dit Kedo, on n'est pas au palais de justice ici, parce que je trouvais que ça n'allait pas. On ne fait pas les choses comme ça, parce qu'il a dû me recadrer une fois où j'ai voulu tenter, forcer la chose. Mais je pensais qu'on pouvait aller vite, surtout pour les décisions qui concernent les populations, le social et tout. Je pensais qu'on pouvait trouver des solutions assez vite. Bon, c'était ça que j'avais dans ma tête. Je me disais, mais si je prends le pouvoir, si on m'élit, c'est moi. Les décisions viendront de moi. Là, je n'ai qu'une parcelle de pouvoir. Je ne peux pas faire plus que ce que mon patron me demande de faire ou le gouvernement a comme programme d'action de gouvernement. Je ne peux pas faire plus que ça. Donc, je me suis dit, mais je vais tenter le coup. Je vais essayer de convaincre les Béninois. Mais bon, j'ai compris très vite que ce n'est pas tant que ça le fait que on puisse faire les choses autrement. Mais c'est parce que tu es femme. Pour le Béninois, c'est parce que tu es femme. À cette époque-là aussi déjà, tu es femme. Une femme ne peut pas occuper un poste parce que j'ai écouté les commentaires. Mais c'était quoi les commentaires, justement? Oh, ben c'était dur, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Marie-Élise? Oh là là. Mais j'ai entendu des gens dire, Bédo va être présidente pour moi. Une femme. Des hommes ont dit, je préfère mourir avant qu'elle... J'ai entendu ça. Si une femme doit diriger ce pays, je préfère mourir. Et je dis, oui, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je deviendrai président. Tu veux mourir. Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est profondément ancré dans les mentalités et dans notre culture? Mais bien sûr. Mais oui, dans la conscience collective, une femme ne peut pas être éligible à ce haut poste. Nous pouvons être des électrices. Et d'ailleurs, dans la conscience collective, personne n'y pensait même. Les femmes n'y pensaient pas. Il a fallu la diablesse comme moi. Mais... Justement, les femmes, quelles ont été les réactions des femmes? Oh, c'était les pires, non? Presque toutes les femmes. Une bonne partie des femmes étaient contre. Même des amis à moi étaient contre. Les rares qui ont fait semblant d'être avec moi étaient hypocrites. On allait dans le même bureau de vote, mais elles votaient pour quelqu'un d'autre au lieu de voter pour... Mais oui, j'ai vécu ça. On est ensemble dans le bureau de vote, mais ils ne votent pas pour moi, ils votent pour quelqu'un d'autre. Quand j'ai réalisé ça, mais bon, je dis,
C'est notre société patriarcale qui est comme ça. Une femme ne prend pas la direction des choses. La preuve, pendant longtemps, vous dit, la femme doit se taire. Dans les réunions, les femmes ne parlent pas. C'est les hommes, ce sont les hommes qui parlent. On ne vous donne pas la parole. Non, je comprends. Mais il faut bien commencer un jour. Ouais. J'ai commencé en pensant naïvement que j'allais convaincre les Béninois. Bon, je ne suis pas arrivée à convaincre les Béninois, mais moi, il m'est resté quelque chose. C'est ça, moi, j'estime que j'ai réussi et que j'ai pu impacter. Je suis la jeune génération. Au départ même, le problème se posait au niveau même de ma candidature. Plusieurs personnes m'ont découragé à poser même la candidature parce qu'on me disait, des amis me disaient, oh, tu vas nous faire honte. Mais on va rejeter ta candidature, c'est pas possible, Marie-Élise. Parce que les gens estimaient qu'ils n'avaient pas conscience qu'une femme pouvait juste déposer sa candidature. Pour eux, c'était déjà... juste poser la candidature. C'était déjà compliqué. C'était déjà compliqué. Les rares, d'autres m'ont dit, tu roules pour qui? Si tu veux faire ça, c'est pour qui que tu veux faire ça? Alors que c'est pour moi que je voulais faire. Bon, beaucoup n'ont pas cru en moi. Ce qui est normal, vous savez, quand on commence, les pionnières n'ont jamais eu raison. Hein? Encore heureux que je sois encore vivante ici. Donc, mais quand tu fais le bilan de tout ce passage et de toute cette expérience politique, qu'est-ce que tu retiens comme leçon? Ou qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu en tires? Je retiens que il faut poursuivre ses rêves. Quand tu décides de faire quelque chose, tant que tu ne portes pas atteinte à l'ordre public, aux mœurs, comme on dit, vas-y, ne compte sur personne. Même dans ta famille, ne compte sur personne. Parce que on te découragera si tu ne fais pas attention. J'ai failli être découragée. Non, ne fais pas ça. Ah, c'est pas bien. Heureusement que je n'ai pas écouté. On m'a promis de m'aider. Le moment venu, je n'ai plus vu les aides venir. Mais je savais ce que je voulais. Donc, la petite leçon que j'en retiens, c'est que quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves et que tu as envie de poser un acte positif, n'hésite pas. Ne compte sur personne, tu y vas. Si c'est bien, tant mieux. En tout cas, les conséquences, tu les assumes. Mais tu auras appris. Parce que l'expérience est très importante. Moi, aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre le système. Je n'en dis pas plus. Je suis arrivé à crever l'abcès du système électoral. Et je dis, ah, c'est comme ça. Je comprends maintenant. Donc, pas de problème. Et j'ai compris que de par le monde, ce n'est pas ce qu'on croit, ce qu'on voit qui est. Il faut être adoubé. Il faut être... Après, j'ai appris. Tous ceux qui doivent t'adouber. Moi, j'étais là, j'étais un oiseau sans aile, quoi. Je croyais que il suffit que la population... Non, c'est parce que ça... C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Il y a des choses, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on peut comprendre plus tard et que je comprends. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été plusieurs fois, parce que je voulais comprendre quelque chose. Comment se fait-il que... Par exemple, je vais dire quelque chose. Qu'ils me pardonnent les deux. Mais je les chahute toujours quand on est dans la chaleur, la fougue des élections présidentielles, des campagnes électorales. Mes deux amis que j'adore, mes deux fiancés, c'est Adrien Ngwedji et Bruno Amoussou. Parce que chaque fois, je les prends comme baromètre. Je dis, regardez le président Ngwedji, regardez le président Amoussou. Ils ont tout. Parti politique, argent, militant. Mais moi, je n'avais rien.
Mais pourquoi ils ne passent jamais? Comment se fait-il que depuis qu'ils se présentent aux élections, eux là, les loups de la politique, comment se fait-il que ce soit? C'est ça qui me décomplexait en fait. Parce que chaque fois je dis, mais Amoussou est là, Mungbeji est là, Marie-Élise est là. Mais nous revenons tous au point de départ parce qu'au fini, c'est quelqu'un d'autre qui est élu. Amoussou n'est pas élu. Mungbeji n'est pas élu. Donc, je n'ai pas de complexe à avoir. Donc, je n'avais pas de complexe. D'ailleurs, je me rappelle un jour, je suis allé à l'université d'été de Mungbeji, du président Mungbeji qui m'a invité. Alors, c'était l'époque où on dit, on suscite tes candidatures. On suscite tes candidatures. Je prends la parole. Je dis, pourquoi personne ne me suscite, moi? Le président dit, mais, ah non, Marie-Élise, tu ne vas pas profiter de ma tribune pour venir faire campagne ici. Oh non, mais c'était bon enfant. Donc, voilà, ça m'a permis quand même de comprendre un peu le système et de savoir que il suffit pas de se lever. Quel que soit, tu as parti politique, tu as tout. Mais ça se passe autrement. Donc, il n'y a pas de souci. Mais j'ai jamais été complexé. J'ai jamais considéré que j'ai échoué, que... non. J'ai jamais été complexé. Au contraire, je suis fier de l'avoir fait. Si je pouvais redevenir jeune encore, je le ferais. Ben écoute, une grande partie de ton action ou de ta vie a été dédiée aux luttes pour les droits des femmes. Et on te connaît en tant, ou on te qualifie même de féministe. Je ne sais pas si toi-même tu te reconnais en tant que féministe. J'ai constaté que lorsqu'on dit qu'on est féministe, les femmes n'aiment pas. Ah non, moi je ne suis pas féministe. Hein. Mais moi, je ne savais pas que j'étais féministe. Moi, je me battais pour les droits de la femme et les femmes pour moi. Promotion de la femme, protection de la femme, assistance dévouée à la femme. Mais non, dès lors que tu te bats, ça ne t'empêche pas de rester féminine. J'ai l'impression que les gens ont peur qu'on touche à leur féminité parce qu'elles sont féministes. Les féministes ne sont pas contre les hommes. Or, je crois que dans la conscience collective chez nous, les femmes, quand on les traite de féministes, quand on les... Elles sont pas à l'aise parce qu'elles croient qu'on pense qu'elles n'aiment pas les hommes. Qu'elles sont contre les hommes. Moi, je n'ai jamais été... Au contraire, moi, mes alliés ont toujours été les hommes. Et ça me permet même de faire une transition. On va faire un petit jeu. On va essayer de soit confirmer, soit de déconstruire des clichés sur les femmes, ok? Oui. Sur la réalité du féminisme en Afrique. Féminisme en Afrique, ok. Si je te dis que les femmes doivent sacrifier leur carrière pour leur couple, qu'est-ce que tu me dis? Je dis non. Pourquoi? C'est à la défaveur de l'homme d'ailleurs. Pourquoi la femme va sacrifier sa vie professionnelle pour le couple? Lorsque tu sacrifies ta vie professionnelle pour le couple, tu t'appauvris financièrement, alors que tu dois être également une force de soutien pour ton mari. C'est comme ça que moi je vois la profession d'une femme. Un homme ne peut pas tout faire dans un foyer. Il a beau dire, oui, reste à la maison chérie, je vais tout faire. Mais après, ça rejaillit négativement sur la femme parce que il y a des mois où il n'est pas de bonne humeur. Il estime qu'il t'a déjà assez donné et que tu viens redemander. Est-ce qu'il faut... Donc, non. Si vous voulez sauver votre couple, que madame aille travailler. Ok. Si je dis une femme, ça dirige avec beaucoup trop d'émotions. C'est ce que les gens disent. Est-ce que moi, j'ai dirigé des choses avec émotion? Donc, ça varie, ça dépend. Il y a des femmes qui sont plus émotives que d'autres. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Quand je dois prendre une décision, je prends ma décision. Je ne fais pas dans l'émotion. Ok. Est-ce que c'est vrai que les femmes ne savent pas travailler ensemble sans rivalité? Il faut dire que la rivalité, malheureusement, existe. Il ne faut pas le cacher. Parce que les femmes s'attachent trop au chiffon. Ce que j'appelle chiffon. Elle a envie d'avoir tes cheveux, ta bouche, ton collier, tes chaussures. Bon, moi, quand je vois une femme belle, bien,
et qu'il y a quelque chose, je lui dis, mais qu'est-ce que t'es belle. Oh, tu sais, j'aime ton bijou, hein, j'aime ton collier là. Où est-ce que je peux trouver ça? Les femmes n'arrivent pas à se départir de ça. Parce que quand tu vois ton vis-à-vis qui est bien, reconnais-lui, et si tu as envie, fais-lui des compliments et dis-lui, montre-moi le chemin. Mais malheureusement, les femmes sont très hypocrites, il faut le reconnaître. Elles sont super hypocrites. Moi, j'ai vécu avec beaucoup trop d'hypocrites, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une femme forte, ou pourquoi une femme forte fait peur aux hommes? Et c'est normal. Pourquoi? C'est normal parce que les hommes ont toujours eu peur des femmes. Hein? Ah ben oui, les hommes savent que c'est la femme. Même la femme qui donne l'apparence d'être faible là. Méfiez-vous même d'ailleurs de cette femme-là, bénie oui, et qui... Pourquoi? Elle va faire quoi? C'est pas elle qui gère la maison d'abord. Qu'est-ce que l'homme gère dans une maison? Qu'est-ce qu'il connaît? Quand la femme voyage 2 jours, vous ne savez pas où se trouve la boîte de sucre, le gari, la viande. Ça, comment il faut ouvrir? C'est des clichés. C'est pas des clichés. Mais voilà. C'est la femme. Hein? Même la plus qui a l'apparence de la faiblesse. Les femmes, parfois, elles laissent l'homme croire qu'elle est faible. Mais le jouet fait volte-face. Vous en savez quelque chose, les hommes. Bon, bref, une femme doit savoir cuisiner pour être une bonne épouse. N'importe quoi. Pourquoi? Une femme doit savoir cuisiner. Je ne dis pas non. Ça, c'est le rôle des mamans. Je vous ai parlé de moi, non? Est-ce que j'acceptais d'aller à la cuisine? Si papa n'avait pas été là, peut-être qu'aujourd'hui, je saurais pas faire à manger. Mais où est le problème? On peut acheter à manger. Mais ce que je refuse, c'est de dire que tu ne peux pas avoir un mari, tu ne peux pas garder un mari si tu ne prépares pas. Il y a des couples dans lesquels l'homme n'a pas cherché, ça ne dérange pas. Ouais. Ça ne dérange pas. Mais donc c'est au cas par cas. Oui, donc c'est au cas par cas. Hein. Ouais. Il y a dans des couples où l'homme n'en a rien à cirer que sa femme fasse. Parce que d'autant plus que parfois les responsabilités de la femme ne lui permettent pas de s'asseoir. Ça me permet même d'enchaîner. Et de faire à manger. Une femme qui gagne plus que son mari, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Et c'est les hommes qui sont toujours complexés. Les hommes sont toujours complexés quand il s'agit de voir la femme un peu. Mais excusez-moi, ils sont bêtes. Les hommes sont bêtes. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Ta femme gagne beaucoup d'argent. Mais pourquoi tu n'en profites pas? Mais il paraît que ça amène le manque de respect. Non, laisse-moi te dire ce qui se dit. Oui, j'écoute. Hein? Maître, laissez-moi vous dire ce qui se dit. Hein? Que quand la femme gagne plus d'argent que son homme, elle se sent supérieure à l'homme. Elle ne laisse pas sa place à l'homme et l'homme se sent réduit dans son rôle d'homme. C'est lui-même qui est réduit depuis toujours. Parce que je dis ceci. Si vous vous aimez, si tu aimes vraiment ta femme, vous vous respectez, ce problème ne doit même pas se poser. J'ai connu des cas, aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur. On nomme Madame Ministre, c'est fini. Problème à la maison. On dit oui, depuis que ma femme est devenue ministre, il y a ci, il y a ça, il y a ci. C'est le président. Le président. Ou bien j'ai connu des femmes ici, on dit, va coucher avec ton président. Parce qu'elle est rentrée tard. Les femmes souffrent quand on les nomme ministres. Et c'est pour ça que même certaines femmes refusent les fonctions de direction de haut niveau parce que l'homme est là à jouer au gendarme. Mais je dis, ils sont bêtes. Parce que quand ta femme est en haut, ça te valorise aussi. C'est à toi de le comprendre et de te mettre à niveau. Moi, je ne comprends pas pourquoi on se fait tant de complexes et par rapport à ça. C'est bon, maintenant, si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Vous savez, il y a beaucoup de divorces qui interviennent après le passage à une fonction ministérielle chez des femmes. Ou même à une autre fonction. Ou à une autre fonction. Ouais. Je ne comprends pas ça. Mais c'est les hommes qui prennent la graine. Parce que parfois, je vais vous dire, j'ai constaté que certains hommes qui sont dans la hiérarchie vont chercher des femmes, excusez-moi, de niveau très bas en se disant que, il faut qu'elles soient soumises, c'est des femmes soumises, les femmes qui étaient à l'école ne sont pas soumises, mais c'est un faux problème. On aime ou on n'aime pas. Tu m'aimes, je t'aime, nous nous respectons et on peut même
te partager les tâches. Et ça doit être naturel. On ne va pas dire, depuis que ma femme est ministre. Mais est-ce que ce n'est pas une question d'éducation? C'est une question d'éducation, mais il faut se rééduquer en ce moment-là. Il faut que, d'ailleurs, le monde évolue, hein, je le dis toujours aux hommes, parce que ça va les dépasser, ils ne pourront plus rien faire. Les femmes vont monter, accéder aux postes de décision. On en a besoin pour le développement de notre pays, que les hommes comprennent que Dieu nous a créés avec le même cerveau. Ce que homme peut faire, femme peut faire. Il n'y a plus, à notre époque aujourd'hui, il n'y a plus à parler de profession liée au masculin, aux hommes, et profession uniquement de femmes. Ça coûte quoi qu'un homme mette son bébé au dos, par exemple, à la maison? Maman est à la cuisine, le bébé est en train de pleurer. Ça coûte quoi à l'homme de prendre son bébé, c'est son enfant aussi, non? Et de mettre son enfant au dos. Qu'est-ce que ça dégrade en lui? Maman, changer les couches de l'enfant. Qu'est-ce que ça dégrade en lui? Ah ben oui, ça me tient à cœur. Ça commence à te chauffer. On va conclure en disant que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Absolument. Et devant. Et devant, il y a quoi? Il y a une femme aussi. Nous sommes devant et derrière. Donc, parce que si nous ne vous guidons pas... Ça fait 2 femmes pour un homme. Mais oui, non, ça ne fait pas 2 femmes pour un homme. Faut pas. C'est la même femme. Derrière et devant. Oui, c'est la même personne. La femme a l'obligation d'être derrière et devant l'homme. Les hommes ne sont pas souvent très vite matures. Le reste, c'est une question. Ils ont l'âge, mais les femmes sont plus matures. Elles voient le danger de loin. Elles voient le danger arriver. C'est la femme qui dit « Attention, chérie. Attention. Tu m'as dit ceci, mais voilà. » Vous ne voyez pas. Nous voyons dans les détails. Nous sommes des sorcières. On regarde dans les détails. OK. Oui. On a raison. Oui. Vous avez vu, ça a été dit, hein. Ça a été enregistré et ce sera tout ce que vous avez dit sera retenu contre vous. Tout ce qu'elle a dit sera retenu contre vous. J'accepte. Parce qu'on voit tout, on voit le danger de loin et on veut que notre homme soit protégé. On veut que notre homme soit beau, bien habillé. Tu portes une chemise aujourd'hui. Tu veux reporter la même chemise demain? Je dis chérie, non. Tu entends l'homme qui dit, mais c'est pas sale, chérie. Je dis, c'est sale. Tu ne portes plus. Les chaussettes trouées, les slips troués, les trucs troués. On ne veut pas voir ça avec nos hommes. C'est pour ça que nous sommes là pour vous. Pour vous mettre en état, bien s'occuper de vous, pour que lorsque vous sortez, vous brillez. On veut que nos hommes brillent. Maintenant, vous aussi, en retour, reconnaissez-nous ça et faites-nous briller à vos côtés. OK. Voilà. Alors, que dirais-tu à une femme qui pense qu'elle doit tout supporter pour être une bonne épouse? Elle a tort. Quand ça va pas, on s'en va. Point. Ah, c'est comme ça? Ah ben oui. Quand j'ai parlé, j'ai discuté. Tu ne m'écoutes pas. Maintenant, tu me fais des violences. Tu me fais des choses. Je ne suis pas heureux, je ne me sens pas épanoui. Et tu ne me fais pas bien l'amour d'ailleurs. Tu ne sais pas m'embrasser. Tu ne fais pas... Non, mais comment? Ah non, moi je reste pas, hein. Je m'en vais. D'accord. Aujourd'hui, tu as des petites filles. Tu as 2 charmantes petites filles. Et si, dans leur évolution, on leur dit sur leur parcours, ce que tu veux faire là où tu vas, ce n'est pas une place pour une femme, qu'est-ce que tu leur diras de répondre? Je dirais, ma petite, si tu te sens capable de le faire, fais-le. De toute façon, tu es capable de beaucoup de choses. Qu'on ne te trompe pas, tu es capable. Vas-y, c'est ça que tu veux faire, non? Allez, vas-y, mamie est derrière toi. Vas-y. Et pour tes petits-fils, si tu as des petits garçons, qu'est-ce que tu leur enseignerais ou qu'est-ce que tu recommanderais qu'on enseigne aux petits garçons pour qu'ils comprennent l'égalité? Je te l'ai fait tout le temps. Ah bon? Vous, mes garçons, je vous ai dit, vous n'avez pas de chance. On ne touche pas une femme. On respecte sa femme. Et quand ça chauffe, que c'est chaud, quand tu as envie de toucher, ne touche pas. Sors. Sors. Quand tu vas sortir, c'est elle qui va te courir après parce que quand au bout d'1 heure de temps, 2 heures de temps, elle ne te voit pas, elle s'inquiète. Ah, il est allé où?
J'espère qu'il n'est pas allé voir la Tisa quelque part. Il n'y a pas une femme chez qui il est allé se consoler. Elle va commencer à avoir des remords. Il est allé où? Elle va te chercher. Quand tu reviendras à la maison, elle te demandera pardon. Mais ne touche pas. Dans un couple, on se respecte. Une fois qu'on se respecte, il n'y a plus de questions de soumission, de ceci, de cela. Vous vous respectez, vous vous aimez. C'est fini. Tout se passe naturellement et c'est ça que je t'ai appris. C'est vrai. Voilà. C'est ça. Ouais. Alors, nous arrivons sur la fin de l'entretien. Une de mes dernières questions, ce sera comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi, de tout ton parcours? Si je meurs? Oui, si tu meurs. Si je meurs, qu'on dise Marie-Élise, une très belle femme. Battante. Qui a passé une bonne partie de sa vie à donner joie aux femmes, à protéger les femmes, à se battre sincèrement pour la promotion des femmes. C'est ce que j'aimerais qu'on retienne de moi. Et c'est ce que j'ai fait et que je continue de faire et que je ferai jusqu'à ce que vous fermez la dernière porte. La dernière porte, quand on la ferme, elle ne s'ouvre plus. C'est le cercueil. Voilà, je vais partir dans la joie. Écoute, très belle fin. Hein? Et si on devait se quitter avec un morceau, avec une musique, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? C'est qui? On vive ensemble. Ah, quoi, minimum ça. Voilà. C'est ça, moi, mon coup de Yaro? cœur. Ok. Ah, voilà. Toi, tu écoutes ça? Comment j'écoute tout ça va pas, je suis pas dépassé. Non, mais comment tu écoutes? Comment tu as découvert ça? Mais comment? Mais je suis à la page, moi. Ah, excusez-nous. Excusez-nous. De la même façon que j'aime Vano, que j'aime Cécimé, Zénab, toutes les générations, je les aime. Je ne loupe aucune génération musicale. Ok. Bah, c'est donc, c'est ça mon coup de cœur maintenant. Ça me donne la joie. Quand je mets ça dans la voiture, c'est à fond. Doum, doum, doum. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ta présence. Merci pour avoir joué le jeu. Merci pour tout ce partage-là que tu as fait. Je suis sûr que ça va en inspirer plus d'un. Et je te dis déjà que je vais te réinviter pour peut-être le mois de mai pour une émission spéciale qui va s'appeler Ma mère avait raison. Ok, on va travailler. Il y a la fête des mères. Oui, c'est pour la période de la fête des mères. Ouais. Pour la période de la fête des mères. Donc, j'espère que tu répondras. Bon, je ferai l'effort de répondre. D'accord. Alors, tu as validé le Cotonou Boy Show ou pas? Si, 100%. Merci. Allez. Oyadam Benas Inesta, mes amis, m'appelle Daniel cause I sleep where the lions eat. C'était le Cotonou Boy Show avec Marie-Élise Bédo. On se retrouve très vite. Cotonou Boy Show.